1870, les premières photographies. Dans les nouveaux territoires des Afrikaners, au nord, la découverte des gisements de diamants. Et 15 ans plus tard, les premières mines d'or, bientôt révélées comme les plus riches du monde, et qui attirent les banquiers juifs et anglais. Les mines et les usines se développent, mais l'esclavage est aboli et la main-d'œuvre est rare. Alors on fait une première loi qui donne les meilleures terres aux Blancs. Les premières images filmées montrent les Noirs chassés de leurs fermes. Est devenue la main-d'œuvre bon marché dont on manquait. Et déjà les textes officiels de la première République du Transvaal disent qu'il faut éviter l'égalité entre les gens de couleur et les Blancs au sein de l'Église et de l'État. « 1899. Lors du Transvaal est décidément trop tentant pour les troupes britanniques qui envahissent le territoire des bourgs. Premières images de guerre. La première guerre filmée au monde. Juste quelques images, comme celle-ci, à l'air anodin. La reddition d'un général bourg, arrêté et emmené dans un fourgon. La guerre va durer 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé. Et les camps de concentration, où ils enferment les femmes et les enfants. 22 000 enfants meurent dans les camps. Le pays est dévasté, la campagne détruite. Pendant les années qui suivent, les images encore rares montrent la misère des fermiers afrikaners réduits à travailler dans les mines ou les usines. Des années de misère et de soupe populaire. Des années où l'on ressasse la haine des Anglais. Des années dont on se souviendra. Mais on peut devenir pauvre et prolétaire, on n'en reste pas moins blanc. On ne veut pas être mélangé avec les Noirs. On veut avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. On est afrikaner quand même. Il y a les Blancs et les autres. Les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Métis et les Noirs. Alors en 1910, on se réconcilie avec les anglophones et on crée un État réuni, rattaché au Commonwealth, l'Union sud-africaine. Les Noirs sont déjà exclus du fonctionnement démocratique et leurs droits sont limités. En 1911, une première loi leur interdit l'accès à certains emplois. Aussitôt, dès 1912, des Noirs issus des rares familles aisées et formés dans les écoles chrétiennes créent l'ANC, pour lutter contre la ségrégation et aussi contre le tribalisme et les rivalités ethniques. Ils veulent une société unie et non raciale. Ils vont à Londres demander le droit de vote pour les Noirs et l'abrogation des premières lois ségrégationnistes. Sans succès. À Londres, on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, Londres laisse passer l'année suivante une nouvelle loi qui attribue la propriété de 95% des terres à la minorité blanche et n'en laisse que 5% à la population noire, sans possibilité de s'agrandir ailleurs. Ces réserves sont bien sûr celles où les terres sont les moins fertiles, et sans gisements miniers, sans or, ni diamants. Pendant ce temps, après la Première Guerre mondiale, l'Union sud-africaine obtient mandat de la Société des Nations pour occuper la colonie allemande de la Namibie, riche en diamants. 1922. Les temps sont durs pour les ouvriers blancs, menacés dans leurs emplois et leurs salaires par la concurrence de la main-d'œuvre noire, plus nombreuse et moins chère. Des rumeurs de mise à pied provoquent la grève de 22 000 ouvriers et mineurs, la création de syndicats et d'un parti communiste. C'est la révolte rouge des Blancs qui se croient menacés par les Noirs. Leur slogan, « Travailleurs du monde entier, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ».
Barricades, loi martiale, bataille rangée, pendaison, retour au calme et à l'ordre. En 1923, 1924, 1927, une série de lois limite encore les droits des Noirs en matière de travail, de résidence et même de relations sexuelles. Les années 30 passent. Chez les Afrikaners, on travaille et on va en Europe faire son éducation, comme les Anglais. Mais comme on est calviniste, comme on déteste les capitalistes anglais et juifs, c'est en Allemagne que l'on va. Et c'est en Allemagne que dans ces années-là, les années 30, on entend les échos rassurants de ce qu'on pensait déjà d'une société parfaite et respectant les différences entre les races, comme dans la Bible. Et c'est d'Allemagne qu'on revient avec l'idée d'un système qui protégera l'intégrité de la race et de la culture afrikaner, le national-christianisme. Le docteur Malan, pasteur et directeur de journaux, crée le Parti nationaliste. Et en 1948, malgré la ruine de l'Allemagne nazie, il gagne les élections et prend le pouvoir. Die oorlog is nou klaar en die huis toe gaan is daar terug na die ou Transvaal. My hartlam wag vir my en ek sal so al te bly hartsoentjies met myne betaal. O bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my. Alors maintenant, comme les pionniers du lager, on va protéger l'avenir de la société afrikaner contre les invasions et bâtir le système mis au point par le bon docteur Verwoerd. Premier ministre et père de l'apartheid, bien sûr, mais chacun chez soi. Une première loi de 1949 interdit les relations sexuelles et même le mariage entre blancs et non-blancs. Une deuxième loi, l'année suivante, impose le classement de la population par catégorie raciale, blancs et non-blancs, indiens, métis et noirs. Une troisième loi interdit encore le Parti communiste. Depuis longtemps déjà, les terres insuffisantes et misérables accordées aux Noirs ne peuvent plus tous les nourrir et une population de plus en plus nombreuse vient à la recherche d'un emploi, remplir des bidonvilles déjà surpeuplés à la périphérie des villes et des zones industrielles. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, en 1950, la loi délimite des zones de résidence selon les catégories raciales. Les blancs et les non-blancs vivront dans des zones séparées. Pas de mélange. Tous les Noirs doivent dépendre administrativement d'une réserve selon leur origine ethnique. Il y a 9 réserves pour 8 ethnies, très dispersées, établies sur les terres inutilisables par les Blancs. La réserve des Zoulous est même divisée en 10 régions. Et le Bophuthatswana en 7. Les réserves seront administrées par des Noirs. Et la loi prévoit qu'elles deviendront ensuite autonomes, puis indépendantes, faisant ainsi ensuite disparaître les Noirs des registres de la République d'Afrique du Sud, par de simples transferts administratifs. L'objectif, au terme du processus, c'est ceci: une République d'Afrique du Sud officiellement blanche à 100%. Dès maintenant, la loi fixe que c'est seulement dans les réserves que les Noirs peuvent exercer leurs droits civiques. L'accès aux zones blanches, 87% du territoire, ne leur est autorisé que pour aller y travailler. Et pour mieux contrôler leurs déplacements, une 5e loi, en 1952, rend obligatoire pour les Noirs le port d'un passeport intérieur, précisant la réserve d'origine, la situation familiale et professionnelle, les lieux de travail et de séjour autorisés. Can you work, John? Yes. Are you sure you can work? Yes, boss. I don't want any lazy cappers on the job, yeah? No, I'll work. Let me see your pass. But
permission to seek work has expired already. But can't you do something for himself, please? Do you know you can be arrested walking around with your passbook like this? Yes, Do you know that? yes, boss. They can send you to the farms. They can send you out to Johannesburg. Yes. Will you take this to the post office and get it fixed up? Toute infraction est passible d'arrestation et de condamnation. 1 200 000 en 10 ans. Une loi fixe aussi la place de chacun dans les lieux publics, les blancs et les autres. Une 6e loi fixe enfin pour les Noirs les conditions d'une éducation plus ordinaire que pour les Blancs, et dont le coût sera 20 fois moins élevé. Après tout, comme le rappelle le Premier ministre, et comme il est dit dans la Bible, les Noirs ne sont que des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Ils n'ont pas besoin de connaissances inutiles. Now just show me how to rub this. Show me. Show us the wrapping. Les mineurs. Ils sont 500 000. Ils sont logés à l'écart, dans des foyers. Propriété des compagnies dont l'accès est interdit. Ils y vivent seuls, loin de leur famille restée dans les réserves. Leur contrat de travail est temporaire, renouvelé tous les ans. Ils gagnent 15 fois moins que les mineurs blancs. C'est dans des foyers comme ceux-ci que vivent aussi les ouvriers, nouveaux venus de la campagne et qui n'ont pas trouvé de logement. On aménage l'espace. On abat les bidonvilles. Et pour tous ceux, ouvriers ou domestiques qui travaillent dans les zones blanches, on a aménagé à la périphérie des villes de grandes cités réservées, les townships. Sophiatown. C'était un quartier différent des autres, où les Noirs avaient le droit de construire ou d'acheter les maisons. Un quartier plein de vie, de musique et de gaieté, malgré la pauvreté. Dans ces années-là, à Sophiatown, une jeune infirmière chante dans un film de Lionel Rogozin. Myriam Makeba. Mais Sophiatown, ces Noirs, leur bruit et leur musique sont trop proches des voisins blancs. Alors, un matin d'été, très tôt, il fait encore nuit. 2000 policiers et soldats armés ouvrent les maisons, en sortent les habitants, encore endormis. Il faut partir. Ici, la terre ne vous appartient pas. Les maisons doivent être rasées. En quelques heures, Sophiatown est évacué.
et ses 60 000 habitants transportés de force plus loin, à l'écart des quartiers blancs, dans un nouveau quartier bâti pour eux, un quartier propre, aux maisons bien rangées, Soweto. Sophiatown sera rasé, pour laisser la place à un nouveau quartier réservé aux Blancs et qu'on appellera Triomphe. On se souviendra toujours de Sophiatown. Voilà donc comment, dans les années 50, le gouvernement nationaliste met en place l'apartheid, le racisme légalisé. D'un côté, 3 millions de Blancs, de l'autre, 11 millions de Noirs, 2 millions de Métis et d'Indiens. Depuis la création de l'ANC, puis du Pan African Congress, les Noirs, les Indiens et les Métis protestent et résistent autant qu'ils peuvent pour l'égalité, la liberté et la justice. Résistance non violente, suivant l'exemple de Gandhi, qui mena ici les premières marches pacifiques. Des Blancs aussi luttent contre la ségrégation. Libéraux, communistes et héros de la guerre en Europe. Ils dénoncent le fascisme ou conduisent les lois du régime nationaliste. Au premier rang de la lutte, des femmes. Hélène Joseph, enseignante, assistante sociale et leader des mouvements avec une noire, Liliane Goyer. Ici, les femmes sont des rocs, fortes et indestructibles. Répression, arrestation, la routine. Cela dure déjà depuis si longtemps, et cela durera encore si longtemps. Filmé en cachette par un témoin, le procès de 156 militants jugés pour haute trahison. Parmi les accusés, Joe Slovo, leader du Parti communiste, et Nelson Mandela, un jeune avocat, toujours souriant, membre d'une famille royale Xhosa, leader des jeunes de l'ANC. Bram Fischer, leur avocat. Le procès va durer 4 ans. Nelson Mandela, privé de droits civiques et assigné à résidence, obtiendra l'autorisation de s'absenter 3 jours pour épouser une jeune infirmière, sa seconde femme, Winnie. 2 enfants naîtront pendant ces 4 années. Il y a quand même des jours heureux. En 1959, le gouvernement réglemente la consommation des boissons alcoolisées, ouvre pour les Noirs des bars réservés où on leur sert une bière faite pour eux, nutritive et peu alcoolisée. La fabrication des bières artisanales, traditionnellement faites par les femmes, est interdite. Au bidonville de Katoma Nord, près de Durban, les femmes se révoltent contre cette nouvelle atteinte à leur culture, à leur tradition. Elles détruisent le nouveau bar. Deux femmes sont tuées. 1000 sont arrêtés. Les hommes contre-attaquent. Isolent, encerclent et tuent 9 policiers. Mobilisation nationale contre le port obligatoire des passeports intérieurs. À Sharpeville, près de Johannesburg, 15 000 manifestants pacifiques entourent le commissariat et demandent à être arrêtés. En face, dans le commissariat, 75 policiers. Au premier coup de feu, on s'enfuit. On croit que c'est des balles à blanc, des balles pour rire. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un massacre,
250 victimes, même des femmes et des enfants, la plupart frappés dans le dos. « 70 morts. Le massacre de Sharpeville marque pour toujours la mémoire des Noirs. L'image des 70 cercueils devient le symbole de la violence des Blancs et de la résistance des Noirs. À l'ONU, on s'émeut. À New York, à Londres, partout dans le monde, on manifeste contre le régime de l'apartheid. En Afrique du Sud, on brûle les passeports. La colère gagne tout le pays. État d'urgence. Loi d'exception. L'ANC et le Pan African Congress sont interdits. 20 000 arrestations. Au nord, c'est l'indépendance et la venue au pouvoir de gouvernements noirs dans les colonies françaises, belges et bientôt dans les colonies britanniques. Les Afrikaners sont inquiets. La tutelle britannique, hostile à l'apartheid, leur dit que le monde change et qu'il faut évoluer. Alors, ils préfèrent rompre définitivement avec Londres. La population blanche, consultée par référendum, est divisée. Mais la majorité décide de quitter le Commonwealth. L'Afrique du Sud devient république souveraine. Ce jour-là est un jour de grève et de protestation muette pour la population noire. « 10 000 arrestations. Nelson Mandela, poursuivi pour avoir organisé la grève, vit dans la clandestinité. Il répond aux questions d'un journaliste anglais. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Au risque de la peine de mort, qui punit les actes de sabotage, Nelson Mandela participe à la création de la branche armée de l'ANC. Toutes les polices le recherchent. À New York, l'ONU crée un comité de lutte contre l'apartheid. Miriam Makeba, la petite infirmière de Sophiatown, devenue chanteuse et célèbre, en exil depuis 4 ans, parle d'une voix émue. Écharpe noire et défilé silencieux. Ce sont les Black Sash, le mouvement de protestation des femmes. Après 15 mois de chasse à l'homme, Nelson Mandela est finalement arrêté. Image brève par un témoin le jour de son arrestation. 2 ans plus tard, à Pretoria, le jour du jugement, l'accès au tribunal est interdit.
Mandela et 7 autres accusés encourent la peine de mort. Juste avant le verdict, il déclare « Je rêve d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je veux vivre, mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce ne sera pas la mort, mais la prison à vie. » Le poing dressé à travers les grilles du fourgon, vers le bagne de l'île Robben. Ils y resteront 27 ans.